Imaginez découvrir un artefact antique enterré dans le sol. Il serait difficile de ne pas être surpris, à moins que vous soyez archéologue, auquel cas vous seriez déjà habitué à ce genre de découverte. Cependant, même pour les archéologues, il y a des découvertes qui les laissent sans voix. Dans cette vidéo, nous avons plusieurs de ces découvertes impressionnantes, alors commençons. Numéro 1. Nous savons que nos ancêtres ont vécu avec les mammouths laineux et que les plus courageux d'entre eux les chassaient pour se nourrir, mais nous ne comprenons pas encore quel type de processus, chasse ou rituel a donné naissance à cette étonnante relique de l'âge de glace en Russie. Il s'agit d'un cercle de 12 mètres de diamètre composé d'os de mammouth, comprenant des squelettes complets, des défenses et des crânes, tous disposés intentionnellement à cet endroit. Il s'agit d'une sorte de monument, mais son but reste un mystère. Le site, connu sous le nom de Soniboro, a été créé il y a environ 25 000 ans, mais n'a pas été découvert avant 2014. Les restes d'au moins 60 mammouths sont trouvés sur ce site, mais les experts ne parviennent pas encore à expliquer leur présence. L'hypothèse la plus plausible jusqu'à présent est que les cadavres des mammouths ont été placés dans le permafrost pour préserver la viande, comme s'il s'agissait d'un gigantesque congélateur. Bien que cette théorie soit raisonnable, elle ne résout pas l'énigme de pourquoi les chasseurs-cueilleurs auraient disposé les os dans une formation si soignée, formant un anneau de 60 cm de haut. Numéro 2. En 2019, le petit village de Plougastel-Daoula, en Bretagne, a offert une récompense financière à celui qui pourrait déchiffrer une mystérieuse inscription trouvée sur une pierre locale. Cette récompense est toujours en attente de réclamation, car personne n'a réussi à la traduire. Cette inscription a déconcerté les historiens et les linguistes pendant des siècles, mais jusqu'à présent personne n'a pu s'approcher de sa traduction. Ceci est particulièrement surprenant, étant donné que l'inscription est courte et comporte des illustrations, y compris une représentation d'un bateau. Les années 1786 et 1787 sont également gravées. Certains experts qui ont examiné la pierre pensent que la langue utilisée pourrait être une variante de l'ancien breton, tandis que d'autres suggèrent qu'elle est basque. Récemment, on a même émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de gallois. Les années mentionnées coïncidant avec la construction de batteries d'artillerie et de fortifications dans la zone, mais cela n'explique pas la présence du symbole du bateau. Une autre théorie est que l'inscription commémore un désastre maritime, par un survivant qui avait des connaissances limitées en lecture et écriture. Si cette théorie est correcte, l'inscription pourrait ne pas être traduite pour toujours. Numéro 3. Nous avons maintenant un outil extrêmement rare de l'âge du bronze du Nord-Est, une pelle en bronze fondu utilisée pour creuser des tranchées. Ce type d'outil était crucial pour les grands projets de construction, tels que les fondations et les chambres souterraines des tombes royales et des temples. Étant donné que le bronze était extrêmement précieux il y a environ 4000 ans, il est probable que seules les véritables équipes de construction pouvaient disposer d'outils fabriqués professionnellement comme celui-ci. Elle a été créée en utilisant la méthode de coulée en sable ouvert. Un modèle a d'abord été fabriqué, puis pressé sur une couche de sable humide pour former une cavité parfaite où le bronze fondu serait versé. Une fois le bronze refroidi, l'outil a été retiré, identique à la fonte mais toujours rugueux et non poli en haut. L'outil de creusement est conservé en excellent état, avec des décorations linéaires en relief sur la partie inférieure et des preuves d'usage ancien à l'extrémité de coupe. Il est unique en taille et, selon l'un des principaux experts en armes et outils de l'âge du bronze du Nord-Est, il n'a pas de parallèle dans les musées du monde. Numéro 4. La ville de Tulsa, dans l'Oklahoma, n'est pas le centre de l'univers, c'est quelque chose que tout le monde sait. Cependant, dans le centre de la ville il y a un cercle de béton que les habitants appellent le centre de l'univers. Ce n'est pas un cercle de pierre ordinaire ou une simple œuvre d'art. Si vous vous tenez juste au milieu et faites un bruit, le son que vous produisez revient amplifié, beaucoup plus fort que ce que vous avez fait. C'est comme être à l'intérieur d'une chambre d'écho, mais sans mur. Le cercle est à l'extérieur, ce qui rend l'effet d'écho quelque peu impossible.
Le plus curieux est que, tandis que le son revient à la personne qui se trouve au centre, il est presque inaudible pour quiconque se trouve en dehors du cercle. On dit que vous pouvez même faire sonner un avertisseur de brouillard à cet endroit et que personne ne peut l'entendre. Ce phénomène est connu des scientifiques comme un vortex acoustique, et on pense qu'il est causé par le son qui rebondit sur une paroi circulaire à proximité. Cependant, le mur est assez loin du cercle et il n'y a aucune preuve qu'il soit lié au mystère, ce qui laisse les événements étranges au centre du cercle sans explication. Numéro 5. Situé dans une région isolée de l'île aujourd'hui, à Stromness, en Écosse, le Dwarfistan est un tombeau mégalithique unique en son genre en Grande-Bretagne. Son design est similaire à celui d'autres tombes en Stromness, mais il se distingue par être construit à partir d'un seul bloc de grès rouge du Dévonien, plutôt que d'être formé par plusieurs pierres individuelles. La tombe mesure 7,3 mètres de long, 3,6 mètres de large et peut atteindre 2,1 mètres de haut. Malheureusement, elle a été vandalisée au fil des ans, mais les dégâts ont été réduits sous la direction de l'Historic Environment Scotland. Le trou dans son plafond a été causé par des vandales au XVIe siècle, et la surface a été recouverte de graffitis des XVIIIe et XIXe siècles. L'entrée, située sur le côté ouest, était autrefois fermée par une dalle de pierre qui repose maintenant dans le sol à l'extérieur de la tombe. Cette dalle est une caractéristique peu commune en Europe du Nord et est similaire aux tombes néolithiques ou de l'âge du bronze qui se trouvent dans la Méditerranée. Le nom de Dwarfistan vient d'une légende locale qui raconte l'histoire d'un nain nommé Troy qui vivait sur place, ajoutant une touche de tradition locale. Numéro 6. Au fond de la mer d'Arabie, près de la côte ouest de l'Inde, se trouve une énigme sous-marine qui a capté l'imagination des explorateurs et des archéologues pendant des décennies, la ville submergée de Dwaraka. Cette ancienne métropole, mentionnée dans les anciens textes hindous comme le royaume de Krishna, se trouve partiellement submergée sous les eaux du golfe de Kutch, révélant un monde qui semble avoir été tiré des pages d'un mythe. Les premiers signes de cette ville perdue ont émergé en 1988, quand une équipe d'archéologues marins a découvert des restes de structures en pierre dans le fond marin. Au fur et à mesure que les fouilles progressaient, ils ont commencé à déterrer un labyrinthe de rues, de murs et de plateformes qui suggèrent l'existence d'une ville prospère et sophistiquée. Cependant, ce qui rend Dwaraka vraiment mystérieuse est la légende qui l'entoure. On pense que c'est la même ville décrite dans le Mahabharata, l'épique texte sacré hindou. Selon les écritures anciennes, Dwaraka a été construite par le dieu Krishna et était un lieu de grandeur sans pareil, avec des palais majestueux et des avenues ornées. La ville aurait été si splendide que ses habitants vivaient dans un état de paix et de prospérité, mais comme le raconte le mythe, Dwaraka a été emporté par une série d'événements catastrophiques, plongeant dans les profondeurs dans une nuit sombre. Les restes découverts sous l'eau semblent corroborer une partie de cette légende. Les ruines montrent une planification urbaine avancée et des techniques de construction qui défient la compréhension conventionnelle de l'époque où Dwaraka aurait existé. Les blocs de pierre sont alignés avec une précision qui défie l'explication, et les preuves d'un réseau de canaux souterrains suggèrent une étonnante connaissance de l'ingénierie et de l'urbanisme. Le mystère demeure. Les études datent les structures entre 1500 avenue Jésus-Christ, mais les questions sur comment et pourquoi la ville s'est effondrée restent sans réponse. Était-ce une catastrophe naturelle ou y a-t-il une histoire encore non racontée derrière la chute de ce royaume légendaire? À mesure que la technologie progresse, les archéologues continuent d'explorer et de creuser dans les eaux de Dwaraka, à la recherche de nouveaux indices sur son histoire et ses secrets. Mais pour l'instant, la ville immergée de Dwaraka reste un lieu enveloppé dans le mystère des mythes anciens et les vagues de la mer, une fenêtre sur un passé perdu qui attend toujours d'être entièrement dévoilé. Numéro 7. Dans les collines boisées près de la petite ville de Visoko, en Bosnie-Herzégovine, se dresse une énigme qui a attiré l'attention des archéologues et des curieux du monde entier, les pyramides de Bosnie. Ce complexe de structures pyramidales, découvert en 2005 par l'archéologue semi-professionnel Semir Osmanagic, a suscité un débat passionné sur son origine et son but, tout en maintenant une aura de mystère autour de ces formations imposantes. Les pyramides,
qui comprennent la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune et la pyramide du Dragon, sont situées dans une région montagneuse qui était connue jusqu'à récemment uniquement pour ses paysages naturels. Osmanagic et ses partisans soutiennent que ces formations ne sont pas de simples collines naturelles, mais représentent un réseau de pyramides construites par une civilisation avancée il y a des milliers d'années. Selon cette théorie, les structures auraient pu être érigées vers 3000 AVJC, bien avant les pyramides égyptiennes connues. Le mystère entourant les pyramides de Bosnie est accentué par l'absence de consensus au sein de la communauté scientifique. Alors que certains chercheurs soutiennent l'hypothèse des Osmanagiques, suggérant que les formations pourraient effectivement être des constructions artificielles, de nombreux archéologues et géologues restent sceptiques. Ils soutiennent que les formations pourraient être simplement des montagnes et des collines formées naturellement par des processus géologiques. Les fouilles sur le site ont révélé une série de tunnels souterrains et des structures en pierre que certains interprètent comme preuve d'une civilisation ancienne. Les recherches ont également trouvé des preuves de ce qui semble être des blocs de pierre artificiels et des éléments architecturaux suggérant un degré de planification et de construction. Un des aspects les plus intrigants du site est l'affirmation que les pyramides ont des propriétés énergétiques spéciales. Il a été suggéré que les structures pourraient être alignées avec des phénomènes astronomiques ou qu'elles pourraient émettre des énergies inconnues, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à la narration déjà énigmatique. Alors que les recherches et les fouilles se poursuivent, les pyramides de Bosnie restent un lieu de fascination et de controverse. La combinaison de théories audacieuses, le scepticisme scientifique et des découvertes énigmatiques assure que le mystère de ces structures perdure, invitant les explorateurs, scientifiques et les amateurs de mystère à continuer à démêler les secrets qui pourraient être cachés sous la surface de ces formations imposantes. Numéro 8. Au fond de l'imposante terre enneigée de Santa Marta, en Colombie, se trouve un lieu enveloppé de mystères et de légendes, la cité perdue ou Teyuna, comme elle est connue des descendants de la civilisation Terona. Cachée pendant des siècles sous la forêt tropicale dense, cette ancienne colonie a été redécouverte en 1972 par des chercheurs de trésors antiques qui ont accidentellement révélé l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire précolombienne. Construite vers l'an 800 après JC, la cité perdue est environ 650 ans plus ancienne que le Machu Picchu, ce qui en fait l'un des joyaux archéologiques les plus importants d'Amérique latine. En pénétrant dans ce site ancestral, on découvre plus de 250 terrasses soigneusement sculptées dans la montagne, reliées par un réseau de chemins de pierre et d'escaliers qui semblent défier la gravité elle-même. Ces terrasses, cachées entre le brouillard et le murmure de la jungle, révèlent une connaissance architecturale avancée et une compréhension profonde de la nature par leurs constructeurs. La cité perdue n'est pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un lieu de grande signification spirituelle pour les peuples indigènes actuels, comme les Koji, les Arhuaco et les Kemo. Teyuna est le cœur du monde, un lieu sacré où leurs ancêtres communiquent avec les dieux. Chaque pierre, chaque escalier raconte l'histoire d'une civilisation qui vivait en harmonie avec son environnement, protégeant les secrets de ses rituels et la connaissance du monde extérieur. Malgré sa découverte, la cité perdue reste une énigme, enveloppée de légendes de trésors cachés et d'esprits gardiens. Attire les aventuriers et les archéologues qui cherchent à percer les secrets de son passé. Cependant, il n'est pas facile d'y parvenir. Le chemin est une ascension ardue et difficile à travers les forêts et les rivières, un voyage qui ressemble à un pèlerinage vers un temps oublié. La cité perdue, avec son aura de mystère et sa riche histoire, reste un témoignage silencieux d'une civilisation avancée qui a laissé ses traces dans le temps, un rappel de la puissance et de la sagesse de ceux qui ont habité ces terres bien avant que le monde moderne ne les connaisse. Numéro 9. Dans les années 1960, des chercheurs de l'Université de Chicago et de l'Université d'Istanbul ont découvert Göbekli Tepe, mais au lieu d'être étudié, il a été largement ignoré. Il va sans dire que cela s'est avéré être une grosse erreur. Ce n'est qu'en 1994 que les fouilles ont commencé, grâce à l'archéologue allemand Klaus Schmidt. Cela a marqué le début de Göbekli Tepe, une structure qui pourrait être le premier temple du monde.
Ce site semble insignifiant, comme une autre colline dans le sud-est de la Turquie, mais en réalité c'est une structure faite par l'homme plus ancienne que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, datant de 11,600 ans. Avant cette étude et l'excavation de Göbekli Tepe, nous pensions que les humains commençaient comme chasseurs-cueilleurs, qui dépendaient de la chasse et de la cueillette, puis apprenaient à cultiver, à établir des communautés, à mesure que ces communautés ils construisaient des temples et des monuments. Cependant, la découverte de cet ancien temple change le récit. Dans une époque où l'agriculture n'était pas encore établie, la construction de Göbekli Tepe est une surprise. Pourquoi les gens à l'époque ont-ils pris la peine de créer un complexe massif avec des piliers en pierre de plus de 20 pieds de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes? Quelle est l'importance de ce lieu? En outre, comment ont-ils fait sans documents écrits de cette époque? Nous n'avons aucun moyen de répondre à ces questions. Est-ce un lieu de cérémonie ou un simple endroit pour rencontrer d'autres chasseurs? La vérité derrière Göbekli Tepe pourrait changer l'histoire de l'humanité. Numéro 10. Le poignard spatial du roi Toutankhamon. Dans les années 1920, la tombe de Toutankhamon a été découverte, ce qui a déclenché l'égyptomanie, avec tout le monde se concentrant sur la découverte de la tombe jamais vue du jeune pharaon. Cependant, un artefact a été négligé, un poignard qui a été enterré avec des milliers d'autres trésors. Cette arme est maintenant connue comme le poignard spatial du roi Toutankhamon. La lame du poignard, faite de fer météoritique, a été découverte comme ayant une teneur élevée en nickel. Pendant longtemps, les chercheurs ont été perplexes par la composition de cette météorite. Après tout, il contient des matériaux qui semblent provenir d'une autre planète. Avec toutes les théories entourant les anciens Égyptiens connectés aux extraterrestres, beaucoup ont cru que le poignard était un autre cadeau donné par des étrangers qui ont visité les anciens Égyptiens. Cela peut sembler absurde, mais il y a une part de vérité dans tout cela. Des études récentes ont révélé que le poignard contenait presque la même composition que la météorite CAR trouvée à Maram-Matru, près d'Alexandrie. Cependant, au lieu d'être un cadeau des extraterrestres, l'artisanat du poignard suggère qu'il n'a probablement pas été produit en Égypte, mais était probablement un cadeau prestigieux de l'Empire hittite au grand-père de Toutankhamon. Le matériau du poignard et les techniques utilisées pour sa création suggèrent un niveau sophistiqué d'artisanat. Pour cette raison, beaucoup croient encore que le poignard du jeune pharaon n'est pas d'origine humaine. Numéro 11. Les tuyaux de Boyon, également connus sous le nom de tuyaux de fer de Boyon ou de tuyaux de Delin, sont des caractéristiques mystérieuses trouvées dans la province éloignée de Qinghai, en Chine. Ces structures ressemblent à des tuyaux et sont supposées être d'anciens tuyaux disposés dans et près de la montagne Blanche, également connue sous le nom de Montvan, située à environ 25 km au sud-ouest de la ville de Telinga. Les tuyaux en fer peuvent être de tailles différentes, allant de petites dimensions et à peine perceptibles jusqu'à des diamètres pouvant atteindre 40 cm. Mais qu'y a-t-il de si étrange à leur sujet? Eh bien, il y a le fait qu'ils sont estimés à des milliers d'années, ce qui ne devrait pas être possible étant donné qu'ils sont faits de fer, avec des matériaux comme la silice et l'oxyde de calcium. En outre, environ 8% des pipelines n'ont pas pu être identifiés par les chercheurs qui les ont étudiés. Cela a conduit à des théories de conspiration sur les tuyaux étant d'origine extraterrestre. Le consensus général sur ces tuyaux aujourd'hui est que, plutôt que d'être des tuyaux, ils sont en fait les racines fossilisées des arbres anciens dans les montagnes. Pour beaucoup, cette théorie a plus de sens, mais beaucoup continuent à croire en la théorie paranormale et extraterrestre qui entoure les tuyaux. Numéro 12. Le pilier de fer de Delhi est une structure de 23 pieds de haut dans la cour de la mosquée Qutub Minar à New Delhi, la plus ancienne mosquée du nord de l'Inde. Le pilier, vieux de 1600 ans, semble être un simple pilier à première vue, mais en l'observant attentivement, vous comprendrez pourquoi cette incroyable structure ancienne mérite une place dans cette liste. Cette propriété étonnante a étonné les chercheurs pendant des années, dont beaucoup remettent en question son origine, car elle pourrait être un indice de pourquoi il est encore debout aujourd'hui.
Beaucoup affirment qu'il est d'origine extraterrestre ou un objet mythique envoyé sur Terre par les dieux. Les scientifiques ont également proposé de nombreuses théories pour expliquer cette merveille métallurgique. Cependant, les inscriptions sur son axe racontent l'histoire de son origine. Le roi Chandra, qui a régné sur l'empire Gupta autour du IVe siècle au 7e siècle après J.C., a ordonné que la colonne soit construite comme un monument en célébration de ses nombreuses victoires dans la guerre et pour être dédiée au dieu Boyon dans l'hindouisme. Numéro 13. Il y a environ 7000 ans, le dolmen de Guadalperal fut créé. Cette formation mégalithique se compose de 144 pierres debout, certaines atteignant 6 pieds de haut, disposées dans une formation circulaire qui rappelle Stonehenge en Angleterre, lui donnant le même nom. En plus d'être connue comme le dolmen de Guadalperal, cette formation est également connue sous le nom de Stonehenge espagnol. Bien que Stonehenge soit plus célèbre et emblématique en Angleterre, le dolmen de Guadalperal a été construit en premier. Cependant, comme à Stonehenge, le but du dolmen reste un mystère. Les archéologues pensent qu'il pourrait avoir été une tombe, un site pour des rituels religieux ou même un centre de commerce en raison de son emplacement stratégique près de la rivière. La structure était si importante que ses constructeurs ont transporté des pierres de granit à des kilomètres pour la créer, mais nous ne sommes pas encore complètement sûrs. Ce monument a été découvert et fouillé pour la première fois dans les années 1920 par l'archéologue allemand Hugo Obermeyer, mais son importance n'a pas été entièrement comprise. En 1963, la structure mégalithique a été délibérément inondée pour construire le barrage de Val-de-Cana. Pendant des décennies, le dolmen de Guadalperal était sous l'eau, visible seulement en partie. Cependant, en 2019, une sécheresse a frappé l'Europe et l'Espagne a été touchée. Le dolmen de Guadalperal a complètement émergé, suscitant un nouvel intérêt pour son étude et la demande de sa relocalisation pour le protéger. Cependant, déplacer un site archéologique est difficile et jusqu'à aujourd'hui le Stonehenge espagnol reste en place, visible seulement lorsque les eaux se retirent. Numéro 14. L'église de 400 ans. Peut-être est-ce une des découvertes les plus étonnantes dans cette vidéo. Pendant de nombreuses années, on pouvait voir une église émerger de la surface des eaux d'un des réservoirs au Mexique, ou plutôt, le sommet d'une église était accessible. Cela ne pouvait être atteint que par bateau, et il est difficile de croire que toute la structure se trouve sous l'eau. Cependant, c'est ce qui a été révélé par une sécheresse en 2023. Cette année-là, une vague de chaleur intense s'est propagée dans plusieurs parties du Mexique. L'État du Chiapas a été l'un des plus touchés, ce qui a fait que de nombreuses étendues d'eau dans la région ont atteint des niveaux dangereusement bas. L'église, construite au XVe siècle par des frères dominicains, fut partiellement submergée pendant des décennies dans le réservoir de Nezahualcóyotl. Cependant, en raison d'une sécheresse, toute la structure a été exposée. À l'origine, l'église était un lieu de culte pour les habitants du village de San Juan de los Lagos, mais en 1966 elle fut délibérément inondée pour construire le barrage hydroélectrique de Nezahualcóyotl. Numéro 15. Skelly Michael est l'un des 2 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en République d'Irlande. Ce site abrite le monastère de Saint-Fion, l'une des premières fondations du pays, perché sur un rocher impressionnant au large de la côte du Kerry. Les moines de Skelly Michael ont prié et dormi dans des maisons en pierre en forme de ruche, dont beaucoup sont encore debout aujourd'hui. Au 8e siècle, les moines ont quitté l'île et celle-ci est devenue un lieu de pèlerinage et de refuge pour les catholiques pendant les lois pénales. Pour suivre les traces des moines, il faut gravir 618 marches hautes et inégales. Arriver à Skelly Michael peut être difficile, mais cela en vaut la peine. En plus de sa richesse historique, l'île a une énorme abondance de vie aviaire. L'île possède la 2e plus grande colonie d'oiseaux de mer au monde. Numéro 16. Cette ville antique est connue sous le nom de Petra, une colonie sculptée dans les falaises rouges rosées du sud de la Jordanie. L'histoire de Petra a commencé bien avant sa découverte moderne, car elle a été établie probablement au début du IVe siècle avenue Jésus-Christ,
comme la capitale du royaume nabatéen. Cependant, au fil du temps, son importance a diminué et elle a finalement été abandonnée et oubliée, restant dans la mémoire des tribus bédouines locales. Avançons jusqu'en 1812, une année cruciale dans l'histoire de Petra. Un explorateur suisse du nom de Johann Ludwig Burckhardt, fasciné par les histoires d'une ville perdue dans le désert, s'est lancé à la redécouverte de Petra en se faisant passer pour un érudit arabe. Avec l'aide des Bédouins, il a découvert Petra, la ville sculptée sur les falaises avec des tombes, des temples et le célèbre trésor. Il met en évidence l'artisanat nabatéen et le système d'aqueduc qui soutenait la ville dans une région aride. Petra révèle la culture nabatéenne, une civilisation historique importante et un centre commercial crucial. La redécouverte de Petra a renouvelé l'intérêt pour l'archéologie et l'histoire ancienne, rappelant des villes et des civilisations oubliées avec des histoires fascinantes du voyage humain à travers le temps. Numéro 17. Les grottes de Barabar sont un ensemble de cavernes creusées dans la roche dans l'état indien du Bihar. Ces grottes sont d'une grande antiquité, datant de la période Maurya, ce qui en fait les plus anciennes grottes creusées dans la roche en Inde. Elles sont connues pour leurs inscriptions, dont certaines datent de l'époque du monarque Maurya Ashoka. Les grottes sont situées sur la colline de Barabar et sur la colline adjacente de Nagarjun, certaines étant considérées comme un groupe de grottes séparées. Elles ont été taillées dans le lit de roche en granit solide et la plupart en 2 chambres. La première aurait accueilli de grandes réunions de dévots, tandis que la seconde contenait un stupa, une structure en forme de monticule contenant des reliques. L'architecture de ces grottes est particulièrement remarquable en raison du polissage Maurya à l'intérieur des chambres, qui produit un effet d'écho distinctif. Cet effet aurait eu un impact sur les fidèles rassemblés dans les grottes, ajoutant une dimension spirituelle à l'expérience.